Il est 13h, bonjour à tous, voici les titres de ce journal. Les réfugiés et apatrides résidant au Bénin disposent désormais d'un cadre juridique pour leur protection. Les députés viennent d'adopter une loi en leur faveur. Le ministre de la Justice a pris part à la plénière. C'est parti pour la 4e édition de la campagne de commercialisation du soja. L'événement a mobilisé à Banté les acteurs de la filière et des cadres des ministères de l'Agriculture et du Commerce. Et puis, 12e congrès d'Afrique francophone d'imagerie médicale et de radiothérapie. Les travaux ont eu lieu à Cotonou et visent à révéler la place de l'imagerie médicale dans la stratégie régionale de couverture sanitaire universelle. Bienvenue dans ce 13h. Les députés viennent de doter le Bénin d'un cadre juridique pour la protection des réfugiés et des apatrides. Ils pourront désormais bénéficier d'une garantie pour une meilleure protection. Le ministre de la Justice a pris part à la plénière. Le point avec Firmin Bassao. Selon le rapport de la Commission des lois, l'adoption de ce projet de loi permettra au Bénin de se conformer aux conventions internationales signées et ratifiées sur les réfugiés et les apatrides. En outre, son adoption permettra de garantir une meilleure protection des réfugiés et des apatrides tout en réduisant les risques d'apatridie. Les définitions, objets et champs d'application, le statut de réfugié, les droits et obligations de réfugiés, la perte du statut de réfugié, le statut d'apatride sont entre autres chapitres contenus dans le texte de loi. Mais au cours des débats, une polémique intervient concernant le statut que doit avoir un enfant né de parents réfugiés, mais en territoire béninois. L'article en discussion, c'est l'article 31, qui, dans son dernier paragraphe, dit « L'enfant né au Bénin de parents réfugiés obtient également le statut dérivé de réfugié. » Alors que, selon le Code de la nationalité, l'enfant qui naît au Bénin est d'office béninois. Donc on ne peut pas être béninois et réfugié à la fois. Donc c'est pour ça que ce dernier paragraphe, nous le supprimons. Oui. On ne peut pas imposer une nationalité à un enfant qui naît. L'enfant peut dire demain, je ne veux pas être béninois. Rien n'a été dit du réfugié qui, une fois sur notre territoire, commence par faire des enfants avec nos garçons ou nos femmes. Et malheureusement, nous sommes en train d'étudier le code de la nationalité après. Parce que si on avait étudié le code de la nationalité avant d'étudier ce texte de loi, ce serait plus facile pour nous. Dans chacune de nos régions, nous avons des étrangers et nous ne savons pas souvent sur quelle base ils sont là comme étrangers et l'autorité politico-administrative ne dit rien. Le projet de loi comporte 72 articles répartis en 8 chapitres. Un nouvel adhérent pour le bloc républicain, il a nom Laurent Zomaï, président national du cadre de concertation de la jeunesse et ex-conseiller communal UP. Il a officiellement déclaré son adhésion et celle de son staff au parti du Cheval Blanc. Ronald Robinson et Jules Akoiko pour les détails. Une nouvelle célébration dans le camp des Républicains de la 18e circonscription électorale. Laurent Zomaï et toute son équipe font une entrée officielle dans le cercle de famille des Verts et Blancs. Ce que nous voulons en tant que jeunes, c'est la paix dans nos communautés. Mon staff et moi, après quelques analyses, nous avons décidé, à partir de ce jour, donner notre caution au parti Bloc Républicain. Ce qui importe pour nous, c'est celui qui vit, même malgré son âge, la jeunesse dans la tête. Nous irons tout droit jusqu'au bout. Ces nouvelles adhésions au bloc républicain, accueillies à bras ouverts par tous les responsables du parti, ont de quoi les ragaillardir face aux joutes du 8 janvier. Au BR, nous faisons les choses avec méthode, avec courage, avec la confiance en nous-mêmes. Et c'est ça qui fait la différence. Nous le connaissons. Et nous savons, c'est un conseiller percutant. Avec lui, on sera encore plus engagé. Tu n'es pas étranger ici, puisque toute la famille te désirait et t'attendait depuis fort longtemps.
S'il a décidé de rejoindre ce jour la famille des Verts et Blancs, c'est parce qu'il a longuement mûri les réflexions et est venu à la conclusion que le Bloc républicain est désormais la famille crédible et perméable à son ascension, le parti prometteur de l'avenir, de la jeunesse et de la femme. Remporter le plus de sièges possible afin de constituer la majorité parlementaire reste le défi majeur du Bloc républicain. Un objectif que pensent atteindre les responsables du Cheval Cabré au vu de l'arsenal désormais en leur possession dans la 18e circonscription électorale. La Fondation Malé Rosso sensibilise les leaders religieux à la paix en période électorale. La dernière rencontre en date a eu lieu dans la vallée de Lomé en présence des responsables de cette organisation caritative. Plus de précisions avec Jérôme Humbo. Mime imam leo mime maou non ronron mino holde leo mini holde bonu nous de 2019 ni malé jagbere kon. Les leaders religieux sont de véritables vecteurs d'instauration d'un climat de paix. Ici à Adjon, dans la mosquée centrale, vallée de Lomé, tous les imams et autres responsables ont reçu le message à transmettre à tous leurs fidèles. Oui, mais duro to lomé. Mais mandé doit m'aider. Le coup qu'on y voté ton ou a homé. Bon ma donne des tali bro, bon ma donne sécurité bro. Ouais, mais duro. Ne fi fa menti, ne pe ma kan igbe me fi. Mime de vallée kamele bi se kwa ta donne mi mangmo masrasi de vallée kamele bi message dagbe we. De no na fifa to. Boka no na fifa hwe. Boka no zombo e no dagbe oui mi manami. Ehu gan kwe, ehu gan nu bi se kwa ta dokun dumavo. Oui mi wanam, oui mi manami. Tous ont prié afin que la fibre de pacification soit entretenue. Nous tenons à dire à nos fidèles que ce n'est pas une élection présidentielle. Les gens vont venir vers eux pour saboter. Un député, c'est un représentant du peuple. Et il est là pour voter des lois. Il est là pour faire la proposition des lois et aussi contrôler l'action du gouvernement. C'est le rôle des députés. Donc, il ne faut pas que les gens viennent leur troubler la tête. D'ici peu de temps, la campagne va démarrer. Il ne doit pas avoir des injures. Vous êtes venus écouter ce que le député veut faire. C'est un message de la Fondation Malé Rosso que nous sommes en train de diffuser un peu partout. Cette campagne de sensibilisation à la paix en période électorale par la Fondation Malé Rosso se poursuit dans les autres confessions religieuses. La campagne de commercialisation du soja est lancée pour cette 4e édition. C'est la Maison des Jeunes de Bantay qui a abrité la cérémonie officielle en présence des interprofessions du soja, des délégations du ministère de l'Agriculture, celles du ministère du Commerce, de même que les autorités politico-administratives Judicaël Aïnan et Aziz Alagé. 190 francs CFA, c'est le prix plancher d'achat du kilogramme de soja pour cette campagne de commercialisation 2022-2023. Depuis sa réorganisation par les autorités gouvernementales, cette légumineuse confirme ses atouts de filière porteuse. Sa production connaît cette saison-ci un accroissement de plus de 22%. L'intérêt de la cérémonie de ce jour n'est plus à démontrer au regard de la tendance que donne le soja sur le marché des cultures de rente. Le lancement officiel de la commercialisation du soja du 24 novembre 2022 marque un nouveau départ dans le contexte de la structuration des familles d'acteurs. Notre volonté et détermination de la mise en place d'une interprofession est une fois encore affirmée. Après conseils et orientations sur les itinéraires techniques de production, le ministre Gaston Dossoui va mettre en garde contre les ventes et sorties frauduleuses qui mettent en mal, entre autres, l'économie nationale et l'emploi des jeunes. Il est indéniable que nous puissions aller vers la transformation des produits agricoles, non seulement pour garantir à vous producteurs les revenus issus de vos labeurs, mais aussi et surtout de garantir des revenus à vos enfants, à vos jeunes. Ainsi, pour la campagne 2022-2023, l'exportation du soja grain
est subordonnée à un agrément préalable des sociétés et chaque cargaison devra obtenir une autorisation d'exportation. Si vous arrivez à vendre ensemble, à l'arrondissement, on sait que vous avez vendu 50 tonnes. Une taxe de développement local doit être payée. Mais si vous laissez les opérateurs se débrouiller eux-mêmes pour collecter ici et là, on n'aurait pas ça. Si les petits francs là, vous les laissez passer, nous allons conjuguer le développement au futur. Or, il faut conjuguer au présent. La campagne ainsi ouverte à libre cours jusqu'au 30 juin 2023. Après avoir lancé la campagne de commercialisation du soja à Banté, le ministre de l'Agriculture a profité de sa descente dans les collines pour rencontrer le monde paysan d'Aklankpa dans la commune de Glazoué. Au menu de la séance, les comptes performances notés dans certaines filières agricoles. Gaston Dossoui a saisi l'occasion pour rendre hommage à un passionné de la terre, Christian Gandior et Judicaël Aïna. Eche Homo, voici l'homme. Georges Zanou Djogbede, 82 ans. Il aura passé la plus grande partie de sa vie à cultiver la terre. À son actif, des prouesses qui séduisent plus d'un. Cet homme, depuis les années 80, produisait plus de 10 tonnes de coton par an. Et au soir de sa carrière, il était à plus de 25 tonnes de coton par an. Il a installé 125 hectares de vergers de cajou. Il produit beaucoup d'yam et de manioc. Aujourd'hui, il passe le témoin à ses enfants, qui sont aussi des modèles. Il n'a pu être que trop grand, autant par l'envergure que par l'aura pour sa profession d'agriculteur. Papa Djogbede Zanou reste et demeure pour nous une personne ressource auprès de qui les jeunes prennent conseil. Monsieur Talon. En langue nationale marie, l'heureux du jour remercie le chef de l'État pour ses actions en faveur du monde agricole. En rendant hommage à cet amoureux de la terre, le ministre de l'Agriculture voudrait exposer à la jeune génération de producteurs d'Aklankpa et ses environs une source d'inspiration. Ceci dans un contexte où la région marque le pas dans certains secteurs de production. Les cultures légumières, comme l'arachide, comme le soja, même le vanzo, même le toiwe, sont des particularités de cette région qui régressent petit à petit. Il en est de même pour la culture d'igname, ajoute le ministre, qui salue toutefois les efforts faits en matière de production du coton, du maïs et du riz à Aklankpa avant d'être honoré à son tour. Pour mieux asseoir sa politique numérique et réduire la vulnérabilité des décideurs et aux responsables de l'État, le ministère du Numérique et de la Digitalisation a organisé une séance de sensibilisation. Une séance conduite par l'Agence des systèmes d'information et du numérique. Le point avec William Tchoki et Louis Koudobo. La question de la cybersécurité est une question centrale. Et c'est dans ce cadre-là que le gouvernement du Bénin a adopté la politique de sécurité des systèmes d'information de l'État. Une question fondamentale au cœur d'ailleurs de cette séance de sensibilisation des décideurs et aux responsables des structures prioritaires de l'État. Cet exercice de protection des données des entités étatiques et de meilleure connaissance des règles d'hygiène numérique est conduit par l'Agence des systèmes d'information et du numérique. Il est question ici de renforcer le niveau de sécurité des institutions et structures étatiques. L'Agence des systèmes d'information et du numérique a aussi décliné le rôle des décideurs et hauts responsables pour l'adoption de la politique de sécurité des systèmes d'information de l'État. Si la sécurisation de l'entité doit fonctionner, il faut que ça commence par eux. On fait le panorama des menaces un peu, comme la menace du moment qui est les ransomware, qui peuvent paralyser une administration, qui peuvent paralyser une entité. Nous avons aussi parlé de comment protéger eux-mêmes leur propre vie numérique en respectant des règles d'hygiène numérique. Et ensuite, nous avons parlé de quelques principes clés au niveau de la politique de sécurité des systèmes d'information de l'État, comme la nomination des responsables de la sécurité des systèmes d'information, les audits, la séparation des emails privés et des emails professionnels. Cette sensibilisation des décideurs parce que ça reste quand même le premier niveau de vulnérabilité
quand il s'agit de la sécurité numérique et il est important qu'on puisse ensemble partager un certain nombre d'informations que nous pensons importantes dans cette marche vers notre transformation numérique, tout en portant la sécurité comme un élément vraiment clé de cette transformation numérique. Et pour nous, au niveau de l'ensemble du comité interministériel, je pense que c'est suffisamment clair que c'est nécessaire de demander à toutes les structures de pouvoir vraiment accélérer la mise en œuvre de la PSSIE et plus tard donc des autres instruments de politique autour de la sécurité numérique qui vont arriver. Le Bénin, dans sa marche vers un cyberespace sécurisé, met les garde-fous pour une bonne déclinaison de sa stratégie nationale de sécurité numérique. Voyons à présent le point de la tournée statutaire du préfet de l'Alibouri. Ahmed Bello Kissama a fait le tour des 6 communes que compte son département. Les rencontres ont permis aux maires, aux conseillers communaux et élus locaux de passer en revue les problèmes liés à la bonne marche des réformes entreprises dans le secteur de la décentralisation. Pierrette Adayrossi et Giscard Apovi pour les détails. C'est par les communes de Karimama et de Malanville que le préfet de l'Alibouri a entamé sa tournée statutaire, la toute première depuis l'avènement des réformes entreprises dans le secteur de la décentralisation. À chacune des étapes, les maires des communes parcourues ont partagé avec l'autorité et sa délégation l'essentiel des préoccupations de leur commune. L'impraticabilité des pistes rurales de la commune, l'attente de la construction du stade omnisport de Karimama, l'insuffisance d'enseignants dans les écoles primaires publiques, la non-disponibilité d'eau potable dans la commune, l'absence d'un centre d'accueil et de protection des enfants vulnérables. Nous sommes en train petit à petit de nous lancer le défi d'être une commune à statut particulier parce que tout simplement nous en avons la capacité. Mobiliser 1 milliard de francs CFA dans la commune de Malanville, ce n'est pas impossible. Ensemble avec les directeurs départementaux, on essaye de voir les solutions qu'on pourrait leur apporter sur place. Certaines préoccupations font l'objet d'analyses plus approfondies et au besoin, on essaie de les relayer auprès de qui le droit. Les maires des communes ont aussi exprimé leur gratitude à l'endroit du chef de l'État pour les diverses réalisations visant à améliorer les conditions de vie des populations. Le gouvernement fait des efforts d'appui à la commune à travers le FADEC MIT et l'AIC qui aménage les pistes coton. La mairie pour sa part a entrepris des mesures de ses moyens, l'aménagement de certains ouvrages. Après l'étape de Banikwara, Gogounou et Segmana, cette tournée statutaire du préfet de l'Alibouri, démarrée mardi, a connu son acte 3 ce jeudi à Kandi, chef-lieu du 10 département. Du matériel didactique d'une valeur de près de 2 millions de francs CFA vient d'être mis à la disposition des étudiants de la Faculté des sciences de la santé. Il est destiné à leur faciliter le travail et leur permettre d'être plus performants. Louis Koudogbo et Claude Adiblé. Les donateurs sont les anciens étudiants de la 24e promotion formés à la FSS, la Faculté des sciences de la santé. Un geste fort apprécié. Il s'agit d'une œuvre très utile qui va renforcer l'offre que nous avons envers nos étudiants en termes de lecture et de culture générale, également de remise à niveau pour ceux qui ont besoin de le faire. Donc même les médecins qui ont déjà sorti, qui veulent relire des aspects de la médecine, pourront revenir accéder à ces bibliothèques-là. Nous ferons tout pour leur montrer que c'est une bonne action qu'ils ont menée. En ce qui concerne la conservation des ouvrages didactiques, de bonnes initiatives sont en vue. Le grand défi de la bibliothèque actuellement, c'est la numérisation des archives. Nous avons environ 40 ans d'archives papier que nous aimerions numériser et mettre sur un serveur. Et pourquoi pas un cloud localisé pour que nous puissions donner nos positions scientifiques de la FSS soient consultables partout dans le monde. Les anciens étudiants de la 24e promotion sortis de la FSS ont gardé des relations conviviales avec le personnel non enseignant.
Révéler la place de l'imagerie médicale dans la stratégie régionale de couverture sanitaire universelle, c'est l'objectif du 12e congrès d'Afrique francophone d'imagerie médicale et de radiothérapie. Les travaux ont eu lieu à Cotonou du 24 au 26 novembre. Le point de la rencontre avec Yasmine Damata et Michel Ewe. Ce congrès réunit tous les professionnels des sciences et techniques d'imagerie médicale de 11 pays d'Afrique francophone. Un rendez-vous d'échange scientifique et de partage d'expériences professionnelles. Ce thème pour nous est en phase avec les politiques sanitaires de nos pays respectifs où les autorités développent une politique de couverture sanitaire au profit des populations. Le CAFIMRA est une plateforme d'échange d'expériences. Le projet de l'ISRT, c'est de faire de vous des hommes et des femmes formés aux techniques scientifiques, technologies de l'imagerie médicale et de la radiothérapie et suffisamment formés pour pouvoir rivaliser avec les hommes et les femmes les plus évolués de la Terre dans le domaine. L'exercice de cette profession demande beaucoup de précision et de finesse dans la réalisation des clichés. Participer à ce congrès constitue donc une forme d'accréditation pour ces congressistes, surtout béninois. L'un des rôles de cette autorité, c'est l'accréditation des professionnels de santé. Ces congrès seront désormais dans l'échiquier des critères pour vous permettre de continuer à exercer. Les activités durent 3 jours avec pour résultat des propositions adaptées aux réalités de chaque pays afin de profiter au maximum du secteur imagerie médicale et radiothérapie. Et puis sport à présent, la deuxième journée de la phase de poule de la Coupe du Monde Qatar 2022 se poursuit. La Tunisie, après un bon match nul obtenu face au Danemark, s'est inclinée devant l'Australie. L'Arabie Saoudite, vainqueur surprise de l'Argentine, a quant à elle été battue par la Pologne. Les détails avec Blaise Adampo. Et maintenant, notre tour hebdomadaire de la toile. Cette semaine, toutes les attentions sont tournées vers le Qatar, où se déroule actuellement la Coupe du Monde, notamment le but du joueur suisse Mbolo contre son pays d'origine. Pendant ce temps, le réseau social TikTok, au cœur de vives critiques, sort de nouvelles fonctionnalités pour rassurer les parents des jeunes utilisateurs. Les échos du web, c'est avec Stanislas Limpon. Ce n'est certainement pas le plus beau but de la Coupe du Monde, mais le but de Briel Mbolo contre le Cameroun au Qatar reste celui le plus commenté sur la toile. Et pour cause, le joueur suisse a inscrit l'unique but de la partie contre son pays d'origine. Son refus de célébrer cette victoire est salué toutefois de nombreux internautes estiment qu'un Camerounais a crucifié le Cameroun. Loin des stades, TikTok dévoile enfin des outils de protection de ses jeunes utilisateurs. Critiquée de toutes parts, la plateforme a édité un guide de sécurité. L'application dispose par exemple d'un mode connexion famille où l'adulte peut lier son compte avec celui de son enfant en vue d'y contrôler les activités de ce dernier. Pendant ce temps, Twitter rétablit les prochains jours les comptes suspendus de la plateforme. Après un sondage lancé par son nouveau propriétaire Elon Musk, les concernés ont bénéficié d'une amnistie générale. Le peuple a parlé. L'amnistie débute la semaine prochaine. Les avis favorables s'évaluent à plus de 114%. Le richissime homme américain d'origine sud-africaine, Elon Musk, conclut que la voix du peuple est la voix de Dieu. Parmi les réhabilités, l'ancien président américain Donald Trump. Très attendu, l'homme n'a pas encore fait son premier tweet de comeback. Et c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi.